Bonjour et bienvenue à Histoire de livres. Mon grand privilège aujourd'hui est de vous présenter deux invités, dont le premier est déjà à mes côtés, M. André Pronovo. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, à Histoire de livres, on a toujours une relation particulière qui se développe entre l'invité et un livre qui vient tout juste de paraître. Et aujourd'hui, nous allons discuter autour de la parution de Elvis et Dolores aux éditions XYZ, qui est une toute nouveauté de ce printemps 2013. La semaine passée. Oui. Oui. D'ailleurs, j'étais presque aux premières loges pour l'accueillir, étant présente au dernier Salon du livre. Alors, je m'intéresse beaucoup, moi, André, à l'approche que vous avez ou qui vous a amené à créer ce livre. Mais pour bien situer, pour les gens qui nous écoutent, quel a été votre parcours jusqu'ici? J'aimerais que vous nous situiez un petit peu d'où vous venez, quel a été votre rapport à l'écriture jusqu'à maintenant. En quelques mots. C'est une question presque existentielle. Oui, alors... Non, j'écris depuis l'adolescence, avec beaucoup de passion. Et j'ai commencé à un certain moment, quand j'avais 20 ans, j'ai écrit des poèmes un peu. J'avais des amis qui faisaient des poèmes. J'ai dit, tiens, je vais en faire moi aussi. Et puis après ça, là, j'ai fait un premier roman, un deuxième, et voici, c'est le 6e. Mais sans me considérer véritablement comme un écrivain. Je me suis jamais défini comme un écrivain. Davantage comme un musicien? Non, plus. Comme quelqu'un qui travaille le mot, quelqu'un qui travaille la phrase? Oui, mais c'est quelque chose, Je me définis d'abord comme un être humain, comme tout le monde, avec mes passions, mes forces, mes faiblesses. Et puis, partout où je vais, je dis jamais que je suis écrivain, je dis jamais que je suis musicien. Si les gens m'en parlent, j'en parle. S'ils m'en parlent pas, j'en parle pas. C'est fini là. Donc, ce n'est Et j'ai pas de réflexion profonde sur ce que les intellectuels ou les gens des départements de lettres appellent le métier d'écrivain ou l'acte d'écrire ou des choses comme ça. Pour moi, c'est... Non, j'ai pas d'idée là-dessus. Alors, votre source vient plutôt de votre besoin d'exprimer quelque chose, simplement comme être humain et de le partager. Oui, et ça aurait pu être d'autres choses. C'était l'écriture parce que, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais un talent un petit peu inné, là, mais ça aurait pu être d'autres choses. Ça aurait pu être d'autres choses que l'écriture ou que la musique. Vous disiez quand même que vous provenez d'une famille où il y avait des gens qui étaient des personnes impliqués dans le sport, dans la performance physique, et d'autres qui étaient d'un courant plus intellectuel. Oui, les Pronovo dans ma famille, autant que l'histoire qu'on va raconter, il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de gens de prouesses sportives, physiques, et aussi beaucoup de gens qui sans être des écrivains, étaient des gens qui écrivaient très bien. Mon père, mon grand-père, mes cousins, ma sœur, mes frères... des oncles. Les Pronovo écrivent bien, je ne sais pas pourquoi. Bien, en fait, c'est dans votre bagage. Ça fait partie de votre bagage. Mais l'idée d'avancer en créativité littéraire venait d'abord probablement d'une impulsion que vous aviez pour exprimer quelque chose, pour partager quelque chose. Par exemple, à l'arrivée de votre premier livre. Oui. Lorsque vous avez vraiment dit, là, j'ouvre la machine et je veux exprimer quelque chose à travers le roman, qu'est-ce qui vous a poussé à vivre cette expérience? Est-ce que vous aviez une intention, un moteur derrière? Un déclencheur? Probablement, ce qui m'a poussé, c'est ce qui pousse tous les écrivains à écrire. Si on a besoin de dire quelque chose, qu'on sait qu'on... Probablement, on se dit, bien, si je le livre pas, ce besoin-là n'est pas exprimé à travers l'écriture, je ne pourrais pas l'exprimer d'une autre façon. C'est possible. D'ailleurs, souvent, les écrivains, pas tous, mais beaucoup d'écrivains que j'ai connus, ce ne sont pas des gens qui... Ce ne sont pas des verbomoteurs, hein? Il y en a quelques-uns, mais beaucoup de... Plus introvertis. Oui, probablement. Ils ont trouvé dans l'écriture une forme d'expression que les gens qui parlent trouvent dans leur oratoire. Dans la conversation. Dans l'échange oral avec les gens. Et votre démarche d'écriture, est-ce qu'elle se faisait assez facilement? Ou si vous avez été un créateur qui a dû vraiment se concentrer, presque s'acharner sur son travail? C'est-à-dire que j'ai jamais écrit pour écrire. Les livres que j'ai faits jusqu'ici
il y avait toujours j'avais une histoire très précise à raconter. OK. J'ai jamais pris mon crayon comme ça pour dire où je m'en vais, où je Et m'en vais. l'histoire était là au départ. Oui, l'histoire OK. était là au départ et j'ai jamais... tous mes livres, la première chose, d'abord, ça me prenait un titre. J'ai jamais écrit une ligne si j'avais pas mon titre. OK. Ça me prenait le nombre de pages. OK. Je voulais que j'aie une idée du nombre de pages, de la grosseur du livre. Et ensuite, un plan. Un plan de travail. Un plan de travail. Donc, Peut-être vous pas avez- un plan détaillé, mais un plan minimal. Mais- Il faut que j'aie mes chapitres. L'histoire commence comme ça. Mais vous avez écrit avec une pensée organisée. Oui, exactement. OK. Mais ensuite, s'installer et écrire, est-ce que Ben c'était ça, c'est de difficile? l'ouvrage. Que je voulais. Il faut se lever le matin, puis il faut se faire violence un petit peu, puis il faut... sinon, ça va prendre trop de temps. Alors, je me disais, ben roman, 200-300 pages, ça va me prendre, j'en ai pour 2-3 ans. Ça fait que faut s'organiser en conséquence. On se met au travail. On se met au puis travail, puis on écrit, on essaie de faire... Bon, on parle souvent, les écrivains parlent de la page par jour. Moi, j'ai jamais réussi à écrire une page par jour. J'écris moins que ça. C'est-à-dire, c'est facile de faire une page au brouillon par jour. Mais la retravailler, avoir une la belle polir. page à son goût, là, c'est difficile. Ouais. Dans le cas de Elvis et Dolores, Oui. comment est née l'idée ou le concept? Bon, d'abord, j'ai toujours été un fan d'Elvis Presley. Quand Elvis est arrivé en 1956, j'avais 15 ans. J'avais donc en plein l'âge qu'il fallait pour être renversé par le phénomène, Ouais. en pleine adolescence. Et puis, l'histoire du roman comme tel, c'est arrivé le 29 janvier 2010, ça fait un peu plus de 3 ans. J'étais avec un ami, un vieux copain, on était attablés pour une pizza, et on se met à parler d'Elvis comme ça, je sais pas juste pourquoi. Et finalement, j'enchaîne avec, je lui demande, je lui dis, est-ce que tu connais Dolores Hart? Il n'était pas certain. Fait que je lui explique qui elle était. C'est une jeune actrice de Hollywood qui a tourné une dizaine de films, dont 2 avec Elvis Presley. Le 2e film d'Elvis, Loving You, et le 4e film d'Elvis, King Creole. Et évidemment, il s'est développé une amitié entre ces deux-là. Et je lui explique ça. Puis je lui dis à un certain moment, après 5 ans d'Hollywood, Dolores a tout quitté. Et au moment où il a quitté, soit dit en passant, on lui offrait, Paramount Pictures lui offrait un contrat d'1 million pour un film avec Marlon Brando. C'était une comédienne, une actrice très talentueuse, qui avait acté aussi, en même temps qu'elle était à Hollywood, elle a acté à Broadway, et où elle s'est méritée, je pense, une coupe de prix. Et alors, je lui explique ça, puis je lui dis qu'à 24 ans, donc, elle a tout quitté, elle est rentrée cloîtrée chez les Bénédictines. Et on parle de ça en se disant, pourquoi? Pourquoi comme ça, une belle jeune femme, c'était une beauté, une belle jeune femme talentueuse, avec des contrats, de l'argent, amie avec Elvis Presley. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne comme ça pour tout quitter puis rentrer chez les religieuses? Alors, au bout de 10 minutes de conversation, j'ai dit « Hey, Joe! » J'ai dit « J'ai l'idée de mon prochain roman. » Un sujet magnifique. J'ai un sujet magnifique et j'ai le titre déjà, Elvis et Dolores. Alors, c'est un peu ça l'idée. Mais je dois dire que ce roman-là, dont l'idée m'est venue le 29 janvier 2010, je pense que je le portais en moi, inconsciemment, depuis 1963. C'est-à-dire qu'au moment où ma sœur, Lise, qui était aussi une fan d'Elvis et qui connaissait Dolores Hart, parce qu'on avait vu les films ensemble, elle me dit en 1963, je me souviens, elle dit « André, elle dit, tu devineras pas qui est entré chez les cloîtrés. » Je dis « Qui? » Elle me dit « Dolores Hart. » Ça venait de paraître dans les journaux. Bon, ça n'avait pas paru dans les journaux comme aujourd'hui. On ne parlait pas des vedettes dans les premières pages des journaux, mais ça avait été connu des médias et on en avait un peu parlé. Et évidemment, à Hollywood, là, ça avait fait des manchettes. Là. Alors, ma soeur me raconte ça. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Oui, mais vous avez porté cette histoire-là. Oui, probablement. Une partie de votre vie. Ça revenait régulièrement au fil des ans, au fil du temps. Je me disais, Dolores Hart, qui est rentrée chez les cloîtrés. Et j'ai appris à un certain moment qu'elle était toujours... Parce qu'au moment où elle était entrée chez les cloîtrés, à Hollywood, on disait, oh mon Dieu, pour combien de temps? Elle va probablement revenir dans la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais non, elle est toujours restée, elle est encore là. Je l'ai rencontrée d'ailleurs l'an dernier, je suis allé la visiter, je lui ai parlé de mon livre, etc.
Elle est la prieure de la communauté des religieuses bénédictines de Regina Laudis, dans le Connecticut, en pleine campagne, en campagne du Connecticut, à peu près 50 000 $. Elle est toujours là, elle a 64 Vous sentiez le besoin de créer un contact direct avec elle avant de terminer le roman? Non. C'est tout simplement, c'est bon, j'ai eu l'idée, j'ai dit... D'ailleurs, soit dit en passant, Dolores Hart et Elvis Presley ne sont pas des personnages de roman. On parle d'eux, mais ce ne sont pas des personnages de roman. Les personnages s'intéressent à eux. Vos personnages sont contemporains et s'intéressent à eux. Alors là, c'est juste une question de... Peut-être une question d'éthique. J'ai dit, il faut que je lui dise à cette femme-là qu'elle est dans un roman. Ouais. Alors, je lui ai écrit une lettre, une belle lettre. Je me suis présenté, André Pronovo, Saint-Vincent-de-Paul, Québec. Je lui ai dit un peu qui j'étais. Et je lui ai dit que... Puis pour la mettre à l'aise, je lui ai raconté l'histoire au complet, détaillée. Okay. J'ai dit ce qu'elle faisait exactement dans le roman, comment le roman commençait, comment ça évoluait, puis comment ça finissait. Et j'ai posté ma lettre. Et au bout d'un mois, j'ai eu une réponse de Mère Dolores, et me disant qu'elle était honorée, enchantée, heureuse, me souhaitait bonne chance avec mon livre. Il disait, si jamais vous avez la chance de passer par la communauté, nous avons une hôtellerie, nous serons heureux de vous accueillir. Et c'est ce que j'ai fait. 2 mois plus tard, je suis allé passer 2 jours à l'abbaye. Ah, mais c'est magnifique comme petite histoire d'un livre. Et j'ai pu la rencontrer, évidemment. C'est magnifique. Est-ce que vous savez pourquoi ou quelle est l'impulsion qui l'a amené à quitter le védétariat dans lequel elle était engagée? Est-ce que c'était une question morale? Est-ce que c'est parce qu'elle était amoureuse d'Elvis et qu'elle ne voulait pas souffrir davantage? Quel était son... Est-ce que vous avez découvert le secret de sa décision? Non, j'allais pas là pour... Non. D'ailleurs, je pense que c'est une femme... Elle me l'aurait pas dit. Non, elle l'aurait gardé son secret. Elle va l'emporter. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que c'est une femme qui est encore très jolie. Elle a des yeux d'un bleu fascinant. Et on voit que c'était une actrice. Elle a beaucoup d'expressions, elle est très à l'aise, puis tout ça. Et puis c'est une femme d'humour aussi. Alors, j'ai jasé avec elle comme ça, j'ai parlé de la communauté, j'ai posé des questions sur sa santé, etc., parce qu'elle est un petit peu malade présentement. Et non, j'avais pas besoin non plus d'avoir des renseignements. C'est un roman de spéculation ou d'hypothèse. Mes héros se demandent, mais pourquoi cette femme-là est entrée chez les religieuses? Et c'était l'objet de ma question, puisqu'on ne connaît pas la réponse. Alors, pourquoi elle est rentrée chez les religieuses? On ne le sait pas. Ouais. Et il n'y a pas de réponse. On émet tout simplement on spécule, on émet des hypothèses. Allant des plus durs, des plus sombres, aux plus gentils, aux plus nobles. Ouais. D'ailleurs, c'est un roman magnifique dans lequel les phrases sont toutes sculptées de façon très belle. C'est un roman c'est écrit en alexandrin. Oui, c'est ça. J'ai vraiment apprécié. Et malheureusement, c'est déjà tout le temps dont on dispose. Donc, il va me rester, André, à inviter les gens qui nous ont entendus aujourd'hui à réagir et à aller vérifier eux-mêmes ce qu'ils vont trouver dans ce roman magnifique, Elvis et Dolores, publié aux éditions XYZ. La nouveauté de ce printemps. Alors, je vous quitte, André, en vous souhaitant évidemment d'autres sources d'inspiration pareilles. Et je vous laisse une petite pensée de Marguerite Yourcenar, qui dit « La relation entre l'écrivain et ses personnages est parfois difficile à décrire. Aussi complexe peut-être que la relation entre parents et enfants. » Ah, c'est vrai, c'est bien. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Nous faisons une brève pause et nous revenons avec ma deuxième invitée, Mme Antoinette Layoun. Rebonjour. Nous sommes maintenant en compagnie de Mme Antoinette Layoun. Bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour parler du livre « Les 10 clés de l'amour ». Et le sous-titre de ce livre, « L'amour humain et l'amour divin », m'a amené beaucoup de questions. Alors, j'aimerais d'abord un peu connaître votre parcours, puisque vous êtes quand même une personne qui avait une expérience de vie un peu particulière. Oui, je peux dire, ça dépend comment on le regarde. Dans mon cas, je me dis que c'est une expérience riche et colorée, vu que j'étais un enfant soldat dans une guerre civile.
Alors, à l'âge de 12, 13 ans, je me promenais avec des mitraillettes puis des bombes autour de la taille. Alors, oui, c'est une expérience particulière. Mais vous avez concilié de cette expérience-là beaucoup d'enseignements, de sagesse, une façon d'approcher la vie maintenant qui est tout à fait originale. Ça m'a permis, depuis qu'on a quitté la guerre, et en passant, on ne l'a pas quitté pour fuir, parce que moi, je ne voulais même pas quitter dans le temps, parce que je me sentais lâche de quitter le peuple qui était là. Mais depuis que nous avons quitté, je me suis posé beaucoup de questions sur l'être humain. Parce que dans une guerre civile, vous savez, c'est comme des amis qui deviennent des ennemis. Oui. C'est des gens même qui peuvent se fréquenter depuis longtemps, qu'ils vivent la maison une à côté de l'autre, puis là, tout d'un coup, ça devient votre ennemi, puis ils s'entretuent, ils se découpent. C'est vraiment horrible. Le fil des relations qui étaient positives deviennent des relations impossibles. Mais c'est ça, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait que l'être humain fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il est dans une relation, entre guillemets, d'amour et on a un grand cœur en principe? Qu'est-ce qui fait que la relation tient par un fil? Alors, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions puis faire beaucoup de démarches en lien avec ça. Alors, j'ai entrepris une démarche autant au niveau de la psychologie. J'ai étudié en psychologie. Je pratique maintenant l'accompagnement psychologique pour les individus et les couples et les familles. Je donne des cours, des ateliers. J'ai aussi fait une démarche plus au niveau du yoga, mais le yoga traditionnel, le yoga complet et non pas juste l'accent sur la performance, la culte du corps. C'est vraiment l'essence du yoga. Parce que je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ce que j'ai compris à travers cette démarche-là, c'est que ce qu'on voit dans un pays de guerre, en fait, on le porte en nous. La guerre avec nous-mêmes et la guerre dans nos relations. Que quand il y a un conflit, un désaccord, qu'est-ce qui se passe dans la relation? Alors, j'ai compris vraiment que les guerres sur Terre, c'est le reflet de nos guerres intérieures et nos guerres relationnelles. Et très belle transposition qui vous a amené à écrire ce livre sous forme justement de conte métaphorique. C'était un grand plaisir pour moi d'écrire ce livre-là parce que ça débutait que c'était l'anniversaire de notre centre. J'ai un centre thérapeutique et de yoga. C'était le 10e anniversaire de notre centre et j'étais en train d'écrire une conférence théâtrale parce que j'aime aussi amener des messages aux gens, pas juste au niveau du rationnel, mais au niveau des images, au niveau du théâtre aussi, puis des écrits. Et durant l'écriture de la conférence théâtrale, j'ai réalisé que le livre était en train de se transformer en titre. Excuse-moi, que la conférence théâtrale était en train de se transformer en livre. Alors, j'ai dit à mon équipe un jour que ça va devenir un livre avant le 10e anniversaire du centre. Et mon équipe était toute étonnée de cela. Puis, je l'ai écrit la nuit. Alors, vu que le jour, j'avais mes cours à donner, mes rencontres individuelles et ainsi de suite, mes rencontres thérapeutiques et mes enfants aussi, parce que j'ai 2 garçons. Alors, le seul temps que j'avais, c'était la nuit. Mais en même temps, la nuit, c'était un temps exceptionnel. C'est pacifique, c'est calme. C'est vraiment ça. J'étais beaucoup en lien, en contact avec le cœur, avec le calme. Et c'est ce qu'on a, c'est un conte qui parle de 10 clés de l'amour. Alors, c'est une histoire d'amour, dans un sens. C'est ça. Dans quel contexte avez-vous
posé votre thématique. Vous avez créé des personnages, vous avez inventé un univers où on peut suivre, où on peut échanger et partager vos connaissances, en fait. Oui. Ce que j'ai fait, parce que je voulais me laisser aller un petit peu là-dedans d'une façon... que ce soit agréable. Agréable. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Gayatri, qu'elle est dans un rêve et elle est entourée d'un cercle de sages. Et ces sages-là, ils lui disent qu'ils sont venus pour lui remettre les clés de l'amour, parce que l'amour a été oublié sur Terre. Et alors, chacun de ces sages ont une clé. Et à travers l'histoire, ils lui présentent chacun d'eux, c'est comme si c'est leur énergie, leur identité, leur couleur, leur forme. Ils l'amènent dans un espace métaphorique aussi pour lui donner l'enseignement de la clé. Ah, c'est bien. Alors, c'est très agréable et facile à lire, mais en même temps, c'est un livre qui est très profond. Il y a même une méthode d'intégration à la fin du livre. Et dans mes cours, d'ailleurs, au centre, s'il y a peut-être des gens que ça leur intéresse d'approfondir davantage, je donne dans mes cours des enseignements sur les clés. Alors, ils peuvent venir pour avoir davantage l'intégration de c'est quoi l'amour. OK. À qui s'adresse ce livre? Est-ce que c'est justement à des personnes qui sont déjà sensibles à trouver un sens à leur vie, à améliorer leurs relations par rapport à eux-mêmes et aussi par rapport à la compréhension des autres qui les entourent? Quelle serait l'orientation de ce public que vous cherchez? Mais je pense que c'est pour monsieur et madame tout le monde, parce que ça dépend comment on le lit. On peut le lire juste comme un conte. Alors, il y a des gens qui lisent comme un livre de divertissement. Une belle histoire. Une belle histoire. OK. Et il y en a d'autres que ça les amène beaucoup à être touchés. Il y en a qui se promènent avec le livre dans leur sac à main. Et parce que dans les clés, exemple, il y a la troisième clé qui est devenir le gardien de ses pensées. Et parfois, quand ils voient que leurs pensées sont en train d'aller de s'éparpiller, pas dans l'amour, alors ils prennent le livre, ils l'ouvrent n'importe où, puis là, c'est pour les amener à ce qu'ils veulent dans leur pensée. Donc, ça peut devenir un livre compagnon de vie ou compagnon de réflexion positive. Oui. Ce que ça amène beaucoup, les gens me disent, c'est un état de paix. C'est à cause de la façon que les clés sont. Si vous voulez que je nomme les clés, il y a une suivi, en fait. OK. Quelles sont ces clés? Alors, la première clé, c'est reconnaître qui je suis. Okay. Parce qu'il ne peut pas avoir d'amour si je ne reconnais pas qui je suis. La deuxième, c'est choisir l'amour. OK. Faire des choix. Faire des choix. Faire des choix, même en vous parlant, est-ce que là, je suis dans un état d'amour? La troisième, c'est devenir le gardien de ses pensées. Okay. Alors, même si je choisis l'amour, mais comment sont mes pensées? Et après, on tombe dans reconnaître le corps, reconnaître l'âme et reconnaître l'esprit. Alors, nourrir son corps, nourrir son âme, nourrir son esprit, parce que c'est des clés très importantes pour l'amour. La septième clé, c'est créer un environnement d'amour. Puis un environnement d'amour, c'est autant comment je me regarde, autant mon environnement, autant mes amis, autant les livres que je lis, ce que j'écoute, tout mon environnement. La huitième clé est une clé aussi super importante qui est se libérer des lourdeurs, du drame, de notre histoire de vie, d'avoir raison. La neuvième clé, c'est la foi.
Et la 10e, c'est la gratitude. Oh, c'est bien. Alors, il y a un suivi, Une progression. une progression. Et vous disiez, ou j'ai eu l'occasion de le lire peut-être sur la 4e de couverture, que vous avez choisi un style d'écriture qui s'adresse davantage aux ressentis, au cœur, aux émotions, que simplement à la communication cérébrale, où vous êtes davantage dans l'expression plus profonde. Oui, parce que quand c'est juste cérébral, on acquit des connaissances. Tandis que quand ça nous touche, là, ça devient une expérience. Alors, ça s'intègre davantage à ce que chacun davantage. peut vivre. Alors, c'est vraiment une belle proposition de lecture. J'espère que beaucoup de gens vont avoir l'occasion de se procurer ce livre. Vous avez une démarche d'écriture facile. Vous avez eu du plaisir à l'écrire? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. C'était comme devenir vivant dans un sens. En écrivant, parce que c'est pas le seul livre que j'ai écrit, en écrivant, c'est comme si je pénètre dans un monde. C'est fantastique autant pour moi de l'écrire que parce que c'est important que moi je pénètre dans ce monde-là pour que le lecteur puisse le faire aussi, C'est la magie des mots d'ailleurs, le choix des mots, le choix des ambiances. Exactement. Hein, vous êtes devenue une magicienne. C'est exactement ça. Et c'est le plaisir que les gens ressentent aussi à la lecture, puisque si l'auteur a eu du plaisir à l'écrire, évidemment, les gens qui vont se le procurer vont ressentir ce genre d'ouverture ou de générosité qui se passe dans la communication profonde. Alors, vous nous enseignez, Antoinette, de cultiver nos relations? Définitivement, de cultiver nos relations, de cultiver la relation à soi. C'est là que tout débute. Parce que plus que moi, je suis dans la paix, dans la connaissance de moi. D'ailleurs, la première clé, c'est reconnaître qui je suis. Alors, je dois déjà vous interrompre parce que notre temps alloué est terminé. Alors, j'invite les gens à se procurer votre livre, Antoinette. Oui, ils peuvent aussi se procurer directement chez nous, sur notre site Internet. Vous allez le trouver facilement, les 10 clés de l'amour. Oui. Et je vous quitte avec une petite pensée de Albert Schweitzer. Oui. La seule possibilité de donner un sens à son existence, c'est d'élever sa relation naturelle avec le monde à la hauteur d'une relation spirituelle. Merci beaucoup, Antoinette, d'avoir été là aujourd'hui. Je vous invite donc à vous procurer ces livres dont nous avons parlé aujourd'hui et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.